Le président de la République adresse un discours à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Le président de la République appelle du haut de la tribune du Forum de Dakar sur la paix, la sécurité et la nécessité de travailler à libérer l'énorme potentiel du continent et à la construction de solutions innovantes pour l'amélioration de la gouvernance politique et sociale et économique. Voilà, merci de vous joindre à nous pour ce journal. Je vais vous l'annoncer dans les titres. Notre pays va commémorer demain, mardi, le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. À cette occasion, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a d'abord félicité l'ensemble des Mauritaniens ainsi que les forces armées de sécurité avant de passer en revue les importants projets réalisés par la Mauritanie durant les 4 dernières années dans tous les secteurs vitaux, en dépit d'une conjoncture sanitaire et sécuritaire peu favorable. Sans plus tarder, je vous invite à suivre l'intégralité de ce discours traduit par Mohamed Lamine Bakar. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم. مواطني الأعزاء، Au nom d'Allah, le miséricordieux, le clément, et que les prières d'Allah soient sur son saint prophète. Chers compatriotes, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous adresser, où que vous soyez à l'intérieur et à l'extérieur du pays, mes plus chaleureuses félicitations à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de la fierté, de la dignité et de la gloire, de la fête de notre mémorable indépendance nationale. C'est l'anniversaire de l'émergence d'un nouvel espoir de liberté, de justice, d'équité, de progrès et de prospérité. Un espoir né de l'action de résistance militaire et culturelle conjointe pour la défense de notre liberté et de la dignité de notre terre, menée par nos héroïques combattants et nos éminents érudits, toutes composantes de notre fier peuple confondu. Leur vaillance et leur héroïsme resteront gravés dans notre mémoire collective à tout jamais et constitueront pour nous, génération après génération, une source d'inspiration et de valeur de gloire, de grandeur d'âme et de fierté d'appartenance à la patrie qui mérite sacrifice et loyauté. Ces insignes valeurs inspirent pleinement nos forces armées et nos forces de sécurité, et leur insuffle l'élan de vaillance et le sens du sacrifice dans leur noble mission de défense de l'intégrité territoriale du pays, de sa souveraineté et de la sécurité de ses citoyens. À l'ensemble de nos forces, collectivement et individuellement, officiers, sous-officiers et soldats, nous exprimons toute notre considération et toute notre gratitude. Puissions-nous tous, en ce moment, avoir une pensée pour rendre hommage à tous les martyrs de la patrie tombés sur le champ d'honneur. Citoyens, citoyennes. L'un des facteurs les plus déterminants dans l'impulsion de la Renaissance et le progrès des nations et des peuples demeure incontestablement la volonté de l'homme et son espérance lorsqu'elles sont couplées à des moyens raisonnables de parvenir à cet objectif. C'est ce facteur qui libère les énergies créatrices et renforce l'effort collectif,
de sorte que s'associent les différentes initiatives fécondes, qu'une saine concurrence stimule l'action salutaire et que l'innovation serve l'accroissement de la production et l'accélération du développement. C'est pourquoi dans notre vision pour l'avenir de notre pays, nous avons placé l'homme mauritanien au centre de l'action de développement et avons fait la destination première de l'investissement et l'objet de toutes les politiques publiques. Que ces politiques soient relatives à la mise en place d'un État moderne doté de solides institutions au service des citoyens, avec une priorité accordée à ceux parmi eux les plus exposés à la vulnérabilité et à la précarité, ou que ces politiques concernent la mise en place d'une économie résiliente et émergente, ou la construction d'une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même. Les fondements de cette vision, dans leurs principes et dans leurs objectifs, procèdent d'une volonté de construire une patrie à laquelle ses fils sont fiers d'appartenir, qui font de sa défense un honneur et qui participent tous à la gestion de ses affaires. Une patrie qui préserve la dignité, les libertés, l'identité religieuse et civilisationnelle de ses citoyens et le riche patrimoine culturel, diversifié dans un contexte où prévalent la justice, la sécurité et l'équité, et offre aux citoyens les possibilités du progrès et de la prospérité, ainsi que les opportunités de réaliser leurs espoirs et leurs aspirations. La première condition pour la mise en œuvre convenable de cette vision est la stabilité et la sécurité. Condition que nous avons réalisée, Allah en soit loué, en dépit de la montée de la violence et du terrorisme, ainsi que de la prévalence des crises politiques et sociales dans la région et dans le monde. Cette condition n'aurait pu être remplie sans l'aide d'Allah et la contribution de chacun d'entre vous, et sans aussi la mise en œuvre efficace de notre stratégie de sécurité dans ses différentes dimensions. Nous y sommes parvenus aussi grâce à notre diplomatie active, fondée sur des principes de bon voisinage, de respect mutuel, de coopération fructueuse et constructive et d'adhésion aux valeurs de paix, de sécurité et de fraternité entre les peuples du monde. À ce titre, nous avons conduit une diplomatie sans compromission, ni reniement de notre soutien ferme et constant des causes justes, telles que la cause palestinienne que nous considérons celle d'un peuple opprimé, celle de la sacralité des lieux saints et de solidarité avec nos frères. Notre souci de sécurité n'a d'égal que notre détermination à nous débarrasser, une fois pour toutes, des diverses formes d'injustice, de marginalisation, d'exclusion, de pauvreté et de précarité, conformément à notre principe constant de soutien à nos citoyens les plus vulnérables, aux revenus les plus faibles. Pour faire face à ces phénomènes, nous avons accéléré et intensifié l'appui de soutien à nos citoyens les plus exposés à la pauvreté, à la vulnérabilité, à la marginalisation et à l'exclusion, en mettant en place un large filet de sécurité sociale multidimensionnel à travers divers mécanismes afin d'éviter la détérioration de leurs conditions de vie et de renforcer leur résilience. Sur un deuxième plan, nous avons redoublé d'efforts pour combler les lacunes et corriger les déséquilibres économiques, sociaux et politiques, tant structurels qu'institutionnels, qui sont à l'origine de ces phénomènes inacceptables. Malgré les graves crises qui ont traversé le monde, secoué les économies et remis en cause les projets et les plans de développement dans tous les pays, y compris les plus développés et les plus nantis, nous avons pu obtenir sur ces deux plans des résultats très significatifs. Les filets de sécurité que nous avons mis en place continuent de s'étendre en termes de nombre de bénéficiaires et de diversification des formes de soutien, tels que les transferts monétaires, la subvention de produits alimentaires, l'assurance maladie et les facilités en matière de santé, notamment la prise en charge médicale des patients atteints de cancer et d'insuffisance rénale et le versement de subventions mensuelles à leur profit. Au cours des 4 dernières années, le coût des dépenses sociales s'est élevé à environ 623 milliards d'euros. En outre, nous avons consenti des efforts pour que les citoyens les plus vulnérables puissent accéder à la propriété foncière dans le cadre de nombreux programmes dont le dernier en date, Projet Nouvelle Vie, permettra dans sa première phase l'attribution de parcelles à 9 118 familles dans un lotissement entièrement viabilisé, ainsi que l'accès à des logements adéquats grâce à la construction de 2300 logements dont les travaux sont soit achevés
ou envoi de lettres. Toutes ces actions sont conduites dans le but de contribuer à la réalisation de l'aspiration légitime des citoyens à une nouvelle vie digne et décente. La mise en place d'un système de protection sociale complet et efficace, malgré les grandes réalisations accomplies, exige encore beaucoup d'efforts. Mais la vision pour ces réalisations existe. La force de détermination et de volonté est présente. Les fondations de ce chantier social sont achevées et son édifice qui commence à prendre forme sera parachevé avec l'aide d'Allah et grâce aux efforts de tous. Toutefois, quel que soit le niveau du soutien social, celui-ci ne saurait constituer une solution durable au problème de la pauvreté, de la précarité, des disparités et de l'exclusion sans qu'il ne soit accompagné par une action volontariste et efficace pour s'attaquer aux principales causes de ces phénomènes, à savoir les déséquilibres structurels de la gouvernance institutionnelle et politique, ainsi que de la gouvernance sociale et économique. Pour remédier à ces déséquilibres, nous avons œuvré à consacrer et à consolider le principe de la séparation des pouvoirs. Et nous avons mis l'accent sur la réforme du système judiciaire, car le pouvoir judiciaire est le principal pilier de tout état de droit. C'est à ce titre que nous travaillons actuellement à la mise en œuvre du document consultatif sur la réforme de la justice afin de moderniser le pouvoir judiciaire et de renforcer son indépendance. Nous avons également fait de l'ouverture à tous, du dialogue et de la concertation un choix stratégique dans notre approche de gestion des affaires publiques, ce qui nous a permis de consacrer la primauté de l'accord sur les fondamentaux sans préjudice pour les différences qui peuvent s'exprimer dans un cadre général de responsabilité et de respect. Cette approche a permis d'apaiser la vie politique grâce à la réactivité et à la volonté de chacun d'entre vous, en particulier des forces politiques, pour transcender les crises et les tensions qui avaient auparavant marqué la scène politique. Cet apaisement a contribué à renforcer notre cohésion sociale et notre unité nationale, nous mettant ainsi à l'abri des crises destructrices que le monde a récemment connues et tout au moins d'en subir le moins de dommages possible. Il a également permis, grâce à la concertation entre les différentes forces politiques, d'organiser des élections législatives, régionales et municipales sur une base pleinement consensuelle qui régit les règles et les modalités dans leur déroulement. Nous avons aussi tenu à impliquer tous les acteurs dans la gestion des affaires publiques, à consolider la décentralisation, à renforcer la proportionnalité pour agir à la base de représentation et à instituer une nouvelle liste électorale pour assurer la représentation aux sphères électives des jeunes et des personnes ayant des besoins spécifiques dans un souci d'équité et de rejet de toute forme de marginalisation, d'injustice et d'exclusion. De même, nous avons consolidé les libertés individuelles et collectives et lutté contre les stéréotypes sociaux négatifs en insistant sur la nécessité de se départir de ces mentalités et pratiques contraires aux préceptes de la charia et aux exigences de la loi et en porte-à-faux du concept de l'État moderne, tout comme elles nuisent à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Nous avons également lutté contre tous les agissements contraires aux droits de l'homme en œuvrant à la mise en œuvre du plan national de lutte contre la traite des personnes au travers d'un arsenal juridique approprié et d'une feuille de route pour harmoniser les lois avec les traités internationaux ratifiés à cet égard, ainsi qu'au travers du renforcement des capacités des organisations de la société civile travaillant dans le domaine des droits de l'homme. Parallèlement à toutes ces réalisations, un vaste effort de réforme au niveau de la gouvernance économique, y compris des actions de réforme du système des marchés publics, de simplification et de modernisation du système fiscal et d'adoption d'une nouvelle approche de lutte contre la corruption fondée sur l'institutionnalisation, la rigueur et la continuité. Cela a permis d'accroître le niveau de maîtrise des dépenses publiques, favorisant le financement de projets et de programmes sociaux, tout en réduisant le recours à l'emprunt pour soutenir nos efforts de réduction du ratio de la dette rapportée au PIB qui est passé de 70% en 2019 à 43% en 2022. Ces judicieux choix économiques ont permis à notre économie de renouer avec la reprise et à subir le moins de dommages causés par les répercussions de la crise de la Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne, comme en témoigne le taux de croissance du PIB de 6,4% enregistré en 2022 et qui devrait atteindre 6,8% en 2024. Dans le même temps, nos efforts pour maîtriser l'inflation se sont poursuivis, celle-ci devant atteindre 4,5% d'ici la fin de l'année,
après avoir été d'environ 11% en 2022. Toutes ces réformes ont permis de maintenir les équilibres économiques importants ainsi que d'améliorer le niveau d'accès tant sur le plan qualitatif que quantitatif aux services de base tels que l'eau, l'électricité, l'éducation et la santé. L'accès à l'eau potable a atteint 72,33% et les travaux ont progressé sur d'importants projets dont on peut citer sans être exhaustif le projet d'extension du réseau de distribution dans plusieurs zones des Muqata'a d'Arafat, de Toujounine, de Riyad et d'Elmina, la deuxième phase du projet d'approvisionnement en eau potable d'Afnout Sharqi, le projet d'approvisionnement de la ville de Walata en eau potable à partir du Dhar, le projet d'approvisionnement des villes d'Ayoun et de Digeni à partir du Dhar, le projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa et de ses zones voisines à partir de l'eau du fleuve, la recherche de solutions définitives au problème de l'eau à Ouadhibou à partir de Boule Noire et des usines de dessalement de l'eau de mer, la réalisation de l'étude d'un projet visant à fournir de l'eau à 156 villages et communautés situés entre Bogué et El Khair à partir du fleuve et dont les travaux débuteront bientôt. De même, pour la première fois depuis l'indépendance du pays, le gouvernement s'attelle actuellement au lancement d'un projet d'assainissement de grande envergure dans la ville de Nouakchott. Par ailleurs, le taux d'accès à l'électricité a atteint 91,8% dans les zones urbaines et 56% sur l'ensemble du territoire national au moment où plusieurs projets structurants sont mis en œuvre pour l'améliorer. C'est ainsi que les projets suivants ont été achevés. Le projet d'électrification rurale dans la région orientale d'Aftout, qui couvrira le triangle Sili-Babi-Mongel-Mbout. Le projet de centrale éolienne de 100 MW à Boule Noire, déjà mise en exploitation. L'installation du deuxième circuit sur la ligne Nouakchott-Nouadhibou, le projet d'électrification de 22 villages de la wilaya du Trarza, le projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Kermassen. À noter aussi l'avancement des travaux du projet de renforcement des centrales électriques dans 50 Muqata'a. Les travaux sont en cours au niveau du projet d'extension des réseaux d'une longueur de 3000 km dans les wilayas du Trarza, Brakna, du Gorgol et du Guidimacha, du projet d'électrification des zones à capacités agricoles et pastorales dans les wilayas des Dohod et de l'Assaba à travers la construction de stations hybrides et de réseaux de distribution isolés, du projet d'électrification de 46 villages dans les wilayas du Brakna et du Trarza. Les travaux du projet de boucle du réseau moyenne tension sur la ligne Kaïdi, Liksaïba, Mbout, Selibabi, Bedjam, Djagili, Gouraï, Magama, Kaïdi débuteront prochainement. Nous mobilisons également des ressources pour la construction d'une ligne à haute tension reliée à Nouakchott à Nema qui formera une nouvelle ligne d'espoir électrique. Une feuille de route pour le développement de l'hydrogène vert est également en cours d'achèvement. Par ailleurs, l'accès aux services éducatifs s'est amélioré, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, grâce à une augmentation du nombre d'enseignants de 79% par rapport à 2019, à l'extension des infrastructures scolaires à travers la construction de 3600 salles de classe et à une augmentation du nombre de cantines scolaires de 140%, faisant passer le nombre d'écoles avec cantine de 512 écoles en 2019 à 1379 écoles en 2023. Toutes ces améliorations ont été réalisées dans le cadre d'une réforme globale et profonde de notre système éducatif, marquée par le lancement l'année dernière du projet de l'école républicaine permettant à nos enfants de bénéficier dans des conditions égales d'un service éducatif efficace qui qualifie nos jeunes pour s'engager activement et efficacement dans la vie professionnelle. La jeunesse est la force de l'ambition, l'espoir et l'énergie créatrice de la nation. C'est pourquoi nous n'avons ménagé aucun effort pour lui permettre de jouer son rôle d'authentique acteur du développement. C'est pourquoi nous avons et continuons à œuvrer à renforcer sa présence dans les différents cercles décisionnels. En plus de la formation, de la qualification et de l'accès à la vie professionnelle active, nous avons soutenu la formation professionnelle et développé les centres et instituts dont nous avons accru le nombre, ainsi que les établissements professionnels supérieurs tels que l'École supérieure de commerce, l'Institut supérieur de la numérisation, l'École de formation professionnelle et technique dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz.
Un nouveau complexe universitaire d'une capacité de 11 000 étudiants a été édifié et des travaux sont en cours pour la construction à Toujounine d'une université pour les disciplines scientifiques avec le concours de l'État frère des Émirats arabes unis, qu'il soit ici remercié. Nous avons également intensifié la création d'emplois et le financement de projets générateurs de revenus. Pour la seule année en cours, nous avons pu former et qualifier 11 000 jeunes issus d'une formation initiale et assurer la formation continue pour environ 8 500 jeunes. En outre, l'infrastructure sanitaire a été développée, y compris les hôpitaux, les centres de santé et les points de santé, avec l'achèvement des travaux de construction et d'équipement de 2 hôpitaux régionaux, chacun d'une capacité de 150 lits à Attar et Sidi Babi, et l'avancement des travaux dans 3 hôpitaux régionaux à Ayoun, Aleg et Tijikja, et l'achèvement des travaux d'agrandissement et d'équipement du centre médical des spécialités. Par ailleurs, les efforts ont été axés sur la formation et la mise à niveau du personnel de santé et assurer la disponibilité des fournitures médicales ainsi que les médicaments. Aussi, les services de la Caisse sanitaire de solidarité destinés au secteur informel ont été lancés. Étant donné que le développement de tous les services de base nécessite des infrastructures routières modernes, nous avons fourni de grands efforts dans ce domaine qui a permis l'achèvement de plus de 700 km de routes bitumées et l'avancement de nombreux autres projets d'infrastructures. C'est ainsi que les travaux progressent sur la route Tijikja-Oulienje et les travaux sur les routes Attar-Shingiti et Sawata-Mongel-Barkewal débuteront dans les semaines et les mois à venir. Un grand projet d'amélioration de la fluidité des transports urbains était également lancé à Nouakchott. Les travaux du pont de Bamako seront achevés avant la fin de l'année, et ceux des ponts à Haïsaken, Madrid et Rosso le seront avant la fin de l'année 2024. Parallèlement à toutes ces réalisations, la conception et la mise en œuvre continue des politiques intégrées de développement d'un secteur productif a permis d'atteindre un taux d'autosuffisance en riz de 81%, l'augmentation de la production céréalière nationale de 42% par rapport à son niveau de 2019, l'aménagement de 8 854 hectares de zones agricoles, la mise en place d'axes hydrauliques d'une longueur de 197 km et le désenclavement et l'électrification des zones de production. Le budget alloué à la santé animale a également été considérablement augmenté. Un grand projet ambitieux a été mis en œuvre pour soutenir le secteur de l'élevage et le Fonds pour la promotion de ce secteur a été activé au moment où une politique de renforcement de la bonne gouvernance et d'optimisation des ressources halieutiques a été adoptée afin de préserver leur durabilité et d'assurer leur intégration dans les circuits économiques nationaux. Le secteur minier s'est également vu accorder une importance cruciale en raison de son rôle central dans le développement économique. Dans ce cadre, nous avons élaboré et mis en œuvre un plan de développement de la Société nationale de l'industrie et des mines visant à accroître sa production d'ici 2030. Grâce à ce plan, la production de l'entreprise devrait atteindre 14 millions de tonnes cette année pour la première fois de son histoire. Dans le même contexte, la première pierre du projet FDERIC a été posée, ce qui permettra d'augmenter la production de l'entreprise d'au moins 2 millions de tonnes. Une étude de faisabilité a également été lancée pour la mine de Tizerarf qui devrait avoir une capacité de production de 6 millions de tonnes. Des négociations sont actuellement en cours entre l'entreprise et certains de ses partenaires pour lancer le projet l'Ouaj qui aura une capacité de production de 11 millions de tonnes. Des efforts exceptionnels ont été déployés pour organiser et encadrer les activités d'orpaillage dans des conditions qui favorisent à diverses franges de la société de bénéficier de cette richesse et des milliers d'opportunités d'emploi qu'elle offre aux jeunes. Ces efforts ont également généré une augmentation significative du nombre d'unités industrielles et de la quantité de production d'or, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour les secteurs. Citoyens, citoyennes, il ressort clairement de tout ce qui précède, et en dépit des crises destructrices qui ont secoué le monde et de la situation économique, sociale et politique dont nous avons hérité, que nous avons pu, au cours des 4 dernières années, obtenir, grâce aux efforts de chacun d'entre vous, des résultats très significatifs. Nous jouissons de la stabilité et de la sécurité. Notre situation économique est confortable.
Les principaux indicateurs reflètent un équilibre macroéconomique conforté par une grande confiance de nos partenaires. Et toutes les perspectives présagent d'énormes opportunités de réaliser nos aspirations, notamment les opportunités qui ne manqueront pas d'offrir les dizaines de grands projets en cours de construction et l'approche de la date d'exportation de nos richesses gazières. Néanmoins, pour aussi nombreuses et importantes qu'elles soient, ces opportunités ne pourront avoir de réel impact que dans la mesure où le citoyen est suffisamment préparé, bien formé et qualifié, et qu'il adhère aux valeurs du travail et de l'effort et aux vertus de l'abnégation et de la persévérance. Je suis pleinement confiant que grâce à notre entraide et à la force de notre détermination, nous saurons tirer les meilleures parties des diverses opportunités offertes par notre situation actuelle et par les perspectives prometteuses qui se dessinent pour construire ensemble la nation à laquelle nous aspirons, celle de la fraternité, de la solidarité, de la justice et du développement global durable. Vive une Mauritanie libre, indépendante et prospère. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. والتنمية المستديمة الشاملة. عشتم وعاشت موريتانيا حرة مستقلة ومزدهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, vous venez donc de suivre le discours du président de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale. Vous l'avez sans doute compris à travers les titres, le président de la République se trouvait ce lundi à Dakar où il a participé aux travaux du forum du même nom sur la paix et la sécurité. Il est revenu ce soir à Nouakchott, accueilli à l'aéroport international Ould Tounsi par le Premier ministre Mohamed Bilal Massoud, entouré de certains membres du gouvernement et d'autres personnalités. Dans la capitale sénégalaise, Mohamed Cheikhel Ghazouani a prononcé un discours devant ses pairs et les participants au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Il a salué la pertinence de la thématique à laquelle est consacrée cette 9e édition du Forum, à savoir, et je cite, « l'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle ». Je vous propose de suivre le discours intégral du président de la République. Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la Guinée-Bissau. Excellence, Monsieur le ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon. Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres. Excellence, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à exprimer à mon ami et frère, Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, mes sincères remerciements
pour l'invitation à prendre part aux travaux de la 9e édition du Forum international de Dakar, qu'il m'a fort aimablement adressé, ainsi que pour la chaleur de l'accueil et la légendaire générosité de la Teranga sénégalaise. Je voudrais aussi souligner toute l'actualité et toute la pertinence de la thématique à laquelle est consacrée cette 9e édition du Forum, l'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle. Tout comme je tiens à saluer l'image que le Forum international de Dakar ne cesse de nous renvoyer au fil des éditions, l'image d'une Afrique résolument décidée à se prendre en charge, à réfléchir à propos de ces défis et aux dynamiques socio-culturelles et économiques qui les sous-tendent. Une Afrique qui n'attend plus les solutions conçues ailleurs, mais qui œuvre à construire les siennes à travers les échanges, le dialogue et l'innovation. Ce forum, par l'envergure de son succès, illustre admirablement toute la clairvoyance et le leadership de mon ami et frère, son Excellence le Président Macky Sall. Excellences, Mesdames et Messieurs, le contraste le plus saisissant sur notre continent réside dans l'énorme décalage entre, d'une part, son extraordinaire potentiel en matière de ressources naturelles, de position géostratégique et de ressources humaines jeunes et dynamiques, qui aurait dû en faire un espace de paix, de stabilité et de développement, et d'autre part sa réalité objective, souvent faite de pauvreté, de sous-développement, d'insécurité et d'instabilité sociale et institutionnelle. Surmonter ce contraste et transformer les ressources potentielles en outils de solutions concrètes et efficaces afin de triompher des défis et crises aiguës et multiformes que traverse notre continent constitue la clé de voûte du développement de l'Afrique. Parmi les plus dévastatrices de ces crises aiguës, il y a l'insécurité et les changements anticonstitutionnels. En effet, l'Afrique est devenue, depuis plus d'une décennie, le théâtre de diverses formes de violences terroristes, sociopolitiques et interethniques qui se propagent jour après jour à de nouveaux territoires, déstabilisant les États et mettant hors de leur contrôle des régions entières qu'elles transforment, à l'image de la bande sahélienne, en zone d'incubation de l'extrémisme violent et de trafic en tout genre. Ces violences atypiques prennent souvent naissance dans la confluence de la pauvreté, de la malgouvernance, de l'absence de perspectives, de tensions sociales et de ruptures violentes des légitimités constitutionnelles. Autant de déterminants qui s'alimentent les uns les autres, tendent à enfermer notre continent dans le dramatique cercle vicieux du sous-développement, de l'insécurité et de l'instabilité institutionnelle. Par leur nature transfrontalière, leur étroite liaison à des acteurs non étatiques, ainsi que par la complexité de leurs facteurs socio-économiques, les violences terroristes mettent à mal nos stratégies sécuritaires classiques, souvent centrées sur la défense de l'intégrité territoriale face à l'éventuelle agression d'un État tiers, et qui aujourd'hui ne répondent
que très partiellement aux multiformes défis sécuritaires asymétriques. Pour faire face à cette insécurité qui sévit en Afrique et à son corollaire immédiat, l'instabilité institutionnelle, nous devons travailler à libérer notre énorme potentiel en matière de ressources et de construction des solutions innovantes par l'amélioration de la gouvernance politique, la gouvernance sociale, la gouvernance économique au sein de nos États en vue de construire un développement durable assurant une prospérité partagée. En effet, il est désormais indubitablement établi que toute lutte contre l'insécurité prétendant à l'efficacité durable doit appréhender les questions sécuritaires dans leur solidarité quasi-organique avec les dimensions économiques, sociopolitiques qui structurent leur environnement global. Fort de ce principe, la Mauritanie a veillé à renforcer ses forces de défense et de sécurité et à les réadapter aux spécificités des violences atypiques contemporaines. Mais, dans le même temps, elle a polarisé son action sur la lutte contre la pauvreté et la précarité, le renforcement des institutions démocratiques, la promotion des libertés fondamentales et de l'état de droit dans un cadre général de réforme en profondeur de son système économique pour jeter les bases d'un développement durable. Mais elle a aussi parallèlement travaillé à améliorer sa gouvernance sociopolitique. Elle a ainsi apaisé la vie politique, promis l'ouverture, le dialogue et la concertation au rang de mode essentiel de gouvernance sociopolitique, tout en travaillant à la déradicalisation de ces jeunes et à la promotion d'une culture d'ouverture et de tolérance. Jusqu'ici, les résultats en matière de sécurité, de stabilité et de cohésion sociale sont plutôt probants. Mais, conscient qu'au égard au caractère transfrontalier du terrorisme et de l'extrémisme, nul ne peut se sentir durablement en sécurité que pour autant que ses voisins le sont. Nous avons mis en place, avec nos voisins les plus directement menacés, l'organisation du G5 Sahel, qui a mobilisé autour d'elle de nombreuses initiatives internationales de soutien et a aussi amélioré sensiblement notre capacité collective à prévenir et à réagir efficacement face aux attaques terroristes. Certes, le G5 aujourd'hui traverse une phase plutôt critique due au retrait de la République sœur du Mali et à la forte recrudescence de rupture de la légitimité constitutionnelle dans son espace. Je parle de l'espace du G5. Mais il s'en remettra, j'en suis sûr. Et le combat collectif contre le terrorisme et l'insécurité se poursuivra sans relâche. Il y va de l'intérêt de la sous-région et du continent dans son ensemble. Ce combat contre l'insécurité est aussi celui de l'Union africaine, qui, à travers son architecture de paix et de sécurité, lutte contre l'insécurité et les changements anticonstitutionnels par le biais du Conseil de paix et de sécurité et ses multiples mécanismes de soutien, comme entre autres le système continental d'alerte rapide et la force africaine en attente. Mais c'est aussi celui des initiatives de coordination des efforts pour la lutte contre l'insécurité développées dans le cadre des communautés économiques régionales comme la CEDEAO. Mais pour être réellement efficace, ce combat contre l'insécurité et l'instabilité doit s'accompagner d'énormes efforts d'amélioration de la gouvernance politique, sociale et économique. L'agenda 2063 de l'Union africaine
en posant comme premier objectif la construction d'un développement durable, laisse entendre que c'est seulement dans le cadre d'un développement inclusif, garantissant une prospérité partagée, que peut être résolument envisagé l'objectif de faire taire les armes durablement, voire définitivement en Afrique. Ce développement inclusif, avec ce qu'il présuppose comme amélioration significative de la gouvernance économique et sociopolitique, est aussi l'une des conditions principales pour espérer mettre fin définitivement à l'instabilité institutionnelle. Certes, l'Union africaine, à travers ses instruments juridiques existants, ainsi que ses multiples déclarations et décisions comme celle d'Alger en 1999, de Lomé en 2000 et d'Accra en 2022, a fait de la lutte contre le changement anticonstitutionnel son cheval de bataille. Et je salue aussi ses importants efforts dans ce sens, tout comme je salue ceux des communautés économiques régionales, notamment la CEDEAO. Cependant, en dépit de ce vertueux engagement collectif, nous assistons aujourd'hui à une recrudescence aussi inquiétante qu'inadmissible des changements anticonstitutionnels. Il y a donc urgence à redoubler d'efforts en vue de construire des États réellement de droit, de bâtir des véritables démocraties capables d'assurer dans la paix, dans la stabilité et la transparence l'alternance au pouvoir. Pour cela, il va falloir œuvrer en vue de permettre à tous l'accès dans l'équité aux conditions d'une vie décente. Mais aussi et surtout, il va falloir travailler à apaiser la vie politique, à dépasser par le dialogue et le consensus les dissensions sociales et les animosités interethniques. Dans ce cadre, il me plaît ici de souligner l'importance du capital social et du savoir local des sociétés africaines dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Le potentiel de solution qu'offre ce capital social doit être mis à contribution. Il faut valoriser et optimiser le rôle des communautés, des leaders sociaux, de la société civile et des organisations communautaires de base. Il me semble qu'explorer les creusets culturels et les modes séculaires de médiation sociale constitue une piste digne d'intérêt. Globalement, donc, l'insécurité et l'instabilité institutionnelle constituent des défis majeurs qui hypothèquent le devenir de notre continent. Mais l'immensité et la diversité de nos ressources et de notre potentiel de construction de solutions innovantes confortent mon espoir en notre capacité collective à surmonter ces défis et à construire un développement inclusif et durable, assurant dans la sécurité, la démocratie et la paix, une réelle prospérité partagée. Espérant que les conclusions et propositions de cette 9e édition du Forum international de Dakar pour la paix et la sécurité y contribueront pleinement, je souhaite à vos travaux plein succès et réussite. Je vous remercie. Le forum de Dakar auquel le chef de l'État a participé aux côtés de son homologue sénégalais en présence d'un parterre de personnalités mondiales représente un espace de rencontre entre les acteurs internationaux pour débattre des questions de sécurité en Afrique, de l'instabilité institutionnelle, de l'extrémisme, de la gouvernance politique, sociale et économique. L'occasion pour les participants d'appeler à la nécessité de conjuguer les efforts pour bâtir et renforcer l'état de droit et œuvrer pour l'ancrage de la démocratie et d'une démocratie réelle capable de garantir l'alternance au pouvoir dans un climat de stabilité et de transparence.
En marge du forum, le président de la République, Mohamed El-Ghazouani, a rencontré le ministre japonais, délégué des Affaires étrangères, Ori Iwano. L'entrevue a porté sur les questions d'intérêt commun et sur les moyens de développer et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Le président de la République était arrivé ce matin à Dakar, où il a été accueilli au bas de la passerelle de son avion par le président sénégalais Macky Sall. Les deux chefs d'État ont ensuite suivi les hymnes nationaux de leurs deux pays avant que le président de la République ne salue les membres du gouvernement sénégalais ainsi que d'autres personnalités venues à son accueil, comme étaient présents les représentants de la communauté mauritanienne au Sénégal. Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les deux ministres conseillers à la présidence, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président, la directrice adjointe du cabinet du président, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Le président de la République était accompagné par une importante délégation de son gouvernement. L'actualité est marquée par ailleurs ce jour par la visite effectuée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à l'école Feu Abdallahi Noueged dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Comme à son habitude, Mokhtar Dahi a assisté à la cérémonie de levée de couleurs au rythme de l'hymne national avant de s'informer sur le déroulement des cours et le niveau de compréhension des leçons par les élèves des classes visitées. Malika Nekli. À l'école Feu Abdallahi Noueged, située dans le quartier sahraoui relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif,
M. Mourtar Oudahi, a assisté aux premières heures de cours. En compagnie des autorités administratives et sécuritaires, le ministre de l'Éducation nationale a présidé la cérémonie de levée des couleurs au son de l'hymne national. À cette occasion, le ministre a déclaré que cette visite lui a permis de prendre connaissance du déroulement des cours dans les salles de classe et interroger les élèves pour jauger leur niveau de compréhension des leçons. Il a souligné que cette visite vise à assurer le suivi sur le terrain des établissements d'enseignement au niveau central et régional au deuxième mois de l'ouverture de l'école et à la veille de la célébration de la fête nationale de l'indépendance pour s'assurer du rythme de fréquentation aussi bien de la part des enseignants que des élèves. Il a déclaré avoir constaté la présence des enseignants et des élèves et le déroulement effectif des cours, ce qui constitue un bon indicateur de l'amélioration du rendement pédagogique des élèves. Concernant l'école républicaine, le ministre a précisé qu'elle a été créée pour offrir une éducation de qualité à toutes les composantes de la société mauritanienne d'une manière juste et équitable, une manière qui n'accepte pas les exceptions ou le favoritisme dans les services éducatifs. Cette visite, dit-il, lui aura également permis de donner ses instructions en vue de prendre toutes les mesures qui garantissent la réussite de l'année scolaire et d'en faire une année de succès par rapport aux années précédentes, que ce soit en termes de rendement pédagogique ou de réussite dans les concours. Le ministre a également exhorté les parents d'élèves à aider les enfants à profiter davantage de l'enseignement originel. M. Oudahi a rappelé l'attachement du président de la République à la concrétisation des objectifs de l'école républicaine par le rehaussement de la qualité de l'enseignement. Enfin, le ministre a demandé à ce que la tenue scolaire soit remise à temps aux élèves. Au cours de cette visite, le ministre a visité les salles de classe, examinant le déroulement du processus d'enseignement, le niveau de performance éducative de l'école et la compréhension des élèves quant au programme scolaire. Direction à la wilaya du Houd el-Gharbi, précisément dans la ville de Walata, dans laquelle le ministre de l'Agriculture a visité le barrage de la ville et son périmètre pilote, Bokar Belaban. Le barrage de Walata est en cours de réalisation. Les travaux sont supervisés par la direction de l'aménagement rural relevant du ministère de l'Agriculture et exécutés par la Société nationale de l'aménagement agricole et des travaux SNAT. Sur place, le ministre de l'Agriculture, Mamaoul Beybat, a été édifié sur le déroulement des travaux. La capacité de retenue du bassin du barrage est de 200 000 m3. Le barrage joue un grand rôle dans l'approvisionnement en eau des populations, l'abreuvage du cheptel et les besoins de l'agriculture sur toute l'année. Le ministre de l'Agriculture a également visité le périmètre agricole de la ville de Walata pour le maraîchage créé en 1993. Sur une superficie de 37 hectares au profit de 60 familles, dont 4 hectares sont utilisés par les cultures maraîchères grâce au système d'irrigation goutte à goutte. Sidadi Ouldei est le maire de la commune de Walata. Il explique que la mise en œuvre d'infrastructures agricoles est d'une grande importance pour les populations locales. Il a indiqué que le périmètre agricole fournit une grande quantité de légumes au profit de plusieurs familles grâce aux efforts des pouvoirs publics. Hadjati Minstalba est une habitante de la ville de Walata, affirme que ce périmètre de culture maraîchère offre d'importantes quantités de légumes et réduit les coûts d'achat de produits maraîchers importés. Autre projet visité par le ministre de l'Agriculture, il s'agit des travaux de construction d'un bassin d'eau et le forage d'un puits. Ce projet permettra de jouer de nouveau un grand rôle après un arrêt d'une décennie. En d'autres termes, il permettra de fixer les populations locales dans leur terroir. Le ministre de l'Agriculture, Mamaoul Beybat, a conclu sa tournée par la visite des travaux de réalisation d'une digue hydraulique située entre les Moukata de Nema et Timbedra. Le représentant des localités bénéficiaires a loué la mise en œuvre de ces réalisations qui ne manqueront pas d'avoir un impact positif sur les conditions de vie des populations locales. Ici à Nouakchott, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a inauguré une résidence dédiée aux étudiantes du Centre national des œuvres universitaires. Un récit signé Moussa Ndjaye. Renforcer les œuvres universitaires en réponse aux doléances des étudiants et dans le but d'améliorer leurs conditions de vie et d'études, telles que les bourses, transports, restauration, santé et activités sportives et culturelles. L'ouverture de la résidence des filles universitaires à Nouakchott s'inscrit dans ce cadre. Cette réalisation s'ajoute à la longue liste de celles accomplies à partir de 2019 jusqu'à nos jours, dans le cadre des engagements de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle vient
Après l'augmentation remarquable de la capacité d'accueil des systèmes de l'enseignement supérieur à travers la création de 3 instituts supérieurs et d'une école de haute étude commerciale, notamment la diversification des offres de formation par l'introduction des études pharmaceutiques et stomatologiques dans les cursus de la faculté de médecine, l'ouverture de plus de 22 nouveaux parcours de formation, l'augmentation de 190% des effectifs du doctorat inscrits à l'université de Nouakchott et le recrutement de 137 enseignants-chercheurs. Elle vient aussi, après le lancement des travaux d'extension de l'ISE de Rosso, de la construction de nouvelles infrastructures universitaires d'une capacité de 11 000 étudiants et de la pose il y a quelques jours, par son Excellence le Président de la République, de la première pierre de l'école de haute études commerciale et l'Institut supérieur du numérique. Elle vient aussi, après la création de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, à la mise en place d'un fonds destiné au financement de la recherche scientifique et d'autres réalisations qui ont toutes pour finalité de renforcer notre système d'enseignement supérieur et de recherche au grand bénéfice des étudiantes et étudiants mauritaniens qui peuvent désormais faire des études supérieures de qualité dans les spécialités les plus pointues et dans leur propre pays. Toujours à l'université de Nouakchott, on note une autre activité dans le cadre des festivités du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale et pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants pour un développement durable. Monsieur Mohamed Al-Radi Oul Mohamed Sadvane, directeur général du Centre national des œuvres universitaires, a déclaré que durant les 2 dernières années, cette structure universitaire a réalisé plusieurs programmes en réponse aux doléances des étudiants. Elle a assuré, dit-il, et a augmenté les bourses en 2023. Opportunités et développement durable sont 2 aspects que les étudiantes bénéficiaires ont choisi pour remercier les pouvoirs publics qui ne cessent d'améliorer leurs conditions de vie et d'études. Aujourd'hui, nous avons pu avoir nos clés et nos cartes de résidence. Nous remercions le ministre de l'Éducation pour cette agréable surprise que nous a fait aujourd'hui d'être venu et de nous avoir fait un beau discours. Merci à vous. Parce que ça nous fait plaisir d'avoir des logements, pouvoir loger. Parce que ce n'est pas facile de descendre à 18h et de venir à la maison fatigué. Vous ne pouvez pas réviser et tout. C'est pour cela qu'on a opté pour loger. Merci vraiment, ça nous fait plaisir. Il est à noter que la mise en service de la résidence des filles étudiantes à Nouakchott vient après celle des garçons qui accueillent 2000 résidents cette année, soit 500 de plus qu'en 2022-2023, ce qui représente une augmentation de 33%. Cette réalisation à l'université de Nouakchott constitue une avancée dans l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants mauritaniens, notamment ceux qui viennent de l'intérieur du pays. La Caisse nationale d'assurance maladie a scellé ce jour un partenariat avec les maires des 9 Moukata de la capitale. L'accord signé par la directrice de la CNAM permet au personnel des secteurs d'accéder aux prises en charge sanitaires. Mohamed Ratat. Améliorer l'accès aux services de santé des travailleurs non permanents et ceux du secteur informel ainsi que leurs familles, telle est la portée de cette convention de partenariat qui a été signée aujourd'hui entre la Caisse nationale de solidarité en santé, la CNAS, et les mairies de Nouakchott. Une étape décisive dans l'engagement de la CNAS qui lui permet d'ouvrir des guichets dédiés dans chaque commune de Nouakchott, lesquels serviront de point d'adhésion à la CNAS, facilitant ainsi l'accès des citoyens du secteur informel aux services de santé. L'occasion pour la directrice générale de la CNAS, Mme Amal Cheikh Abdallahi, de souligner que ce partenariat représente une étape importante dans le cadre de la coopération entre la CNAS et les élus locaux en leur qualité de représentants des citoyens afin d'assurer l'accès au plus grand nombre de travailleurs non permanents, ceux du secteur informel et leurs familles, à la couverture sanitaire pour laquelle le gouvernement accorde une grande attention en tant que pilier du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. De même, dit-elle que ces prestations vont rapprocher les services des citoyens, l'ouverture de guichets dans les communes permettant aux citoyens d'en bénéficier facilement.
Le président de l'Association des maires mauritaniens a quant à lui remercié la Caisse nationale de solidarité en santé pour ses accords importants et opportuns, notant que la sélection des municipalités pour ce processus est une étape importante car elle est la plus proche des citoyens, sachant que les communes joueront un rôle essentiel dans la mise en œuvre de cette initiative. De son côté, le président de l'Association des maires de Nouakchott a salué la signature de cette convention, surtout a-t-il précisé qu'elle s'inscrit dans le cadre du programme Ta'ahoudati du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et son volet social, dont on vit ces jours-ci les réalisations accomplies dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Il est vrai que la CNAS a entamé, il y a des mois déjà, une vaste campagne d'affiliation à Nouakchott et dans le Brakna, dans un premier temps, qui sera ensuite étendue à l'ensemble du territoire national. Voilà, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République adresse un discours à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Le président de la République appelle du haut de la tribune du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité à la nécessité de travailler à libérer l'énorme potentiel du continent et à la construction de solutions innovantes pour l'amélioration de la gouvernance. Le président de la République reçoit en marge du Forum de Dakar le ministre japonais délégué des Affaires étrangères. Voilà, je vous retrouve dans quelques minutes pour une émission Zoom sur. Bonne soirée.